France 24 et RFI présente Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale. Bienvenue pour Ici l'Europe en cette semaine anniversaire puisque nous avons célébré le 9 mai la journée de l'Europe. Et nous allons nous pencher sur les attentes et revendications de 450 millions d'Européens. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le défenseur des droits de l'homme et des travailleurs. D'ailleurs, il s'agit du tout nouveau président du Comité économique et social européen, un organe consultatif qui représente la société civile pour les 27. Oliver Röpke, bonjour, merci d'être avec nous ici à Paris. Vous avez été l'une des figures de la Confédération autrichienne des syndicats, très fort partisan d'ailleurs d'un dialogue social institutionnalisé. J'ai envie de vous demander, évidemment, comment vous jugez l'état moral et social des Européens en votre début de mandat de 2 ans et demi, c'est-à-dire en fait post-pandémie et avec une guerre en Ukraine à nos portes. Voilà, l'état de morale et social. Je pense que les citoyens européens connaissent maintenant les crises multiples. On a commencé avec la crise financière, on avait la pandémie, et maintenant on a la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et je pense que ça, c'est vraiment un stress test pour l'Europe. On voit que les gens encore ont confiance en Europe. Mais en même temps, bien sûr, ils voient que le problème d'inflation, de précarité, de compétitivité sont vraiment urgents. Et je pense que ça, c'est un mélange dangereux pour la paix dans les sociétés, dans la société civile. Mais en même temps, c'est vraiment une chance pour l'Europe. Une chance pour l'Europe de montrer que l'Europe est la solution, peut être la solution et la future. Et je pense quelques mesures pendant la pandémie, par exemple le programme Next Generation EU, ont montré que l'Europe, si l'Europe prend la bonne décision, ça peut être une solution pour la future. Bruxelles, la Belgique qui doit avancer sur la réforme des retraites pour recevoir ces fameux fonds européens du plan de relance. La France qui s'est mobilisée contre, elle, la réforme des retraites avec un âge de départ à 64 ans. Comment vous comprenez ces mouvements sur les retraites ? Voilà, on a les débats dans beaucoup d'États membres et pour moi, c'est nécessaire. Il n'y a pas une solution qui est bonne pour tous les pays parce que les systèmes sont très différents. Comme ça, on ne peut pas comparer seulement l'âge de retraite d'un pays avec l'âge de retraite dans un autre pays. Pour moi, c'est important, comme président des sociétés civiles, le dialogue civil, mais aussi le dialogue social. Je pense que ça, c'est vraiment clé pour toutes les solutions. Je sais qu'il y a des disputes, et s'il y a des disputes, c'est normal que les gens sont aussi dans les rues, mais à la fin, je pense que la politique ne peut pas perdre le dialogue avec les acteurs sociaux et économiques. Alors c'est vrai qu'on est dans une période inflationniste, un taux d'inflation un peu en baisse quand même ce mois-ci, mais toujours à 7%, 95 millions d'Européens en situation précaire. Alors comment vous voyez cette situation économique évoluer chez les 27 ? Comme j'ai dit au début, c'est très dangereux et 7%, c'est vrai pour quelques pays. Mais dans les autres pays, on a aussi une inflation encore plus haute. Et je pense qu'il faut prendre des mesures contre l'inflation et pour soutenir les gens, les citoyens. Nous, dans le CESE, dans le Comité économique et social européen, on a proposé des mesures très tôt, déjà avant la guerre contre l'Ukraine, par exemple. On a mis le problème de pauvreté ou de précarité énergétique dans le centre de nos avis. Et aussi maintenant, on a beaucoup de propositions comment on peut adresser ce problème d'inflation. Alors, 60% d'ailleurs des Européens pensent qu'il faut augmenter les dépenses sociales. L'Europe sociale, ça n'était pas vraiment à l'agenda ces 6 mois, donc ce semestre de la présidence suédoise. Mais vous avez peut-être plus d'espoir que ce soit repris par la future présidence espagnole à partir de juillet, un gouvernement socialiste. Vous voulez faire quoi en matière d'Europe sociale ?
On a bien travaillé avec la présidence suédoise aussi, je dois dire, mais c'est vrai, le gouvernement espagnol a coopéré déjà très tôt, bien à l'avance de leur présidence, avec notre comité. Le gouvernement espagnol a demandé notre comité pour un avis exploratoire. Ça, c'est le mot technique, mais en fait, ils veulent lancer quelques initiatives dans le domaine social, ensemble avec les comités. Par exemple? Par exemple, de renforcer la démocratie dans l'économie, la participation, information de travailleurs, par exemple. Aussi, améliorer la compétitivité de notre industrie. Vous proposez un nouveau panel citoyen autour des élections européennes de juin 2024. Et pourtant, il y a déjà eu une convention citoyenne qui s'appelait donc la Conférence sur le futur de l'Europe entre 2021 et 2022. Et elle a accouché d'une souris. Est-ce que des propositions ont été reprises ? Ça, c'est une bonne question. Notre comité a joué un rôle très actif dans cette conférence. Et si on voit les recommandations, les conclusions de cette conférence, on peut voir que beaucoup d'avis et positions du comité sont en fait intégrés dans les recommandations. Mais maintenant, c'est vrai, on voit que seulement quelques recommandations sont réalisées. La directive sur le salaire minimum au niveau européen, ça c'était aussi une demande. Mais si on regarde comment réformer notre Union européenne pour la future, pour l'élargissement de la future, ici, je vois que les choses ne bougent pas. Mais on dit qu'elle est irréformable parce que les traités sont trop compliqués à changer. C'est compliqué, mais est-ce qu'il y a une alternative? Je ne pense pas. La vaste majorité du Parlement est aussi en faveur de réformer notre Union européenne. Et le chancelier allemand, Olaf Scholz, il a aussi demandé, il a dit l'Europe doit agir géopolitiquement. Vous avez d'ailleurs choisi de placer votre présidence au Comité économique et social européen sous les mots d'ordre de défendre la démocratie et de plaider pour l'Europe. Alors une Europe toujours mal aimée, même en cette semaine anniversaire de l'Europe. Justement, en France, l'idée de placer un drapeau européen sur le fronton des mairies fait polémique. Ça vous choque ? Ça ne me choque pas, parce que je pense que ça, c'est un symbole. Et je suis en faveur du drapeau européen, parce que si je voyage dans les pays candidats, par exemple, là-bas, je vois presque partout le drapeau européen. Mais à la fin, il faut être convaincu par l'idée européenne, par les actions concrètes. Et je pense que ça, c'est ce qu'on doit faire comme Européens. Le Parlement, le Conseil et la Commission, ils doivent proposer vraiment le chemin pour la future. Ça, c'est plus important que la question des drapeaux. Surtout que les Ukrainiens se battent un peu quand même sous ce drapeau européen, ont défilé sous ce drapeau européen pour défendre leurs droits. Oui, mais l'Ukraine, c'est un bon exemple. Par exemple, la guerre, en fait, a rapproché la société civile en Ukraine avec notre société civile. Avant, on avait des contacts, mais maintenant, nous sommes vraiment à côté de la société civile de l'Ukraine. Et juste hier, j'avais une délégation des employeurs de l'Ukraine. Je peux voir, ils voient leur futur en Europe et ils veulent aussi travailler avec notre comité. Et ça, c'est la raison pourquoi je propose d'impliquer et d'associer les représentants des sociétés civiles de l'Ukraine, de Moldavie et aussi de pays de Balkans occidentaux dans notre travail au Comité économique et social européen. On va parler de ces questions d'élargissement, mais prenons d'abord la direction de l'Espagne, où un projet d'installation d'une télécabine dans les Pyrénées a divisé pendant plusieurs semaines habitants et politiques. Le gouvernement régional souhaitait financer cette télécabine grâce à des fonds européens, les fameux fonds Next Generation, destinés à la relance économique verte post-Covid, de quoi faire bondir les défenseurs de la nature qui ont alerté Bruxelles. Récit d'un projet morné par Céline Schmitt et Armel Exposito. C'est dans le canal Roya, un espace préservé des Pyrénées, que le gouvernement d'Aragon souhaiterait installer une télécabine de 4 km pour unir 2 stations de ski. Un projet que dénonce Kiko Ril, ornithologue. Mais qu'est-ce qu'on a là? Un gypaète barbu.
La vallée est en partie reconnue comme une zone de protection spéciale pour les oiseaux. En plus, elle offre différents écosystèmes essentiels en Europe. Si le projet voyait le jour, il pourrait provoquer la disparition de nombreuses espèces. La région souhaitait que cette télécabine soit financée à hauteur de 26 millions d'euros dans le cadre du plan de relance européen post-Covid. Des fonds baptisés Next Generation, dont l'objectif est de construire un futur durable. José Luis, porte-parole d'une plateforme écologiste, y a vu un paradoxe qu'il est allé dénoncer à Bruxelles. Pour nous, ce projet ne remplit pas les critères nécessaires pour percevoir les fonds Next Generation. Principalement parce qu'il ne respecte pas un prérequis fondamental, celui de ne pas détruire l'environnement. De nombreux habitants de la région ont également exprimé leur mécontentement. Ce jour-là, ils étaient plus de 2000 à manifester. Dans 2 ou 3 ans, avec le changement climatique, il n'y aura plus de neige ici. Du coup, une heure de piste de ski avec un téléphérique, ça n'a aucun sens. Le projet est pour l'instant à l'arrêt. Certains élus du territoire ont renoncé à cet usage des fonds européens. Selon les associations, c'est la mobilisation des citoyens et les doutes de Bruxelles qui ont freiné les ambitions de la région. Une réaction à ce reportage, parce que finalement, tout est vert maintenant. Est-ce qu'on n'est pas en train de verdir des fonds qui ne sont pas du tout destinés à des projets de transition écologique? On a vu un exemple qui était plutôt négatif, bien sûr. Et je pense qu'il est clé que dans le plan de relance, la société civile, les acteurs, les partenaires sociaux doivent être impliqués plus fort que ça. Par des consultations avant chaque projet? Oui, aussi par les consultations. Je pense que c'est important. Et ça, c'est aussi la position de notre comité depuis longtemps. Depuis longtemps, on avait une résolution et on va insister que toutes les mesures doivent être avec l'implication de société civile. Vous avez déclaré la démocratie en Europe est menacée non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Vous pensiez à quoi, en l'occurrence, en parlant de cette société civile soumise à une pression croissante? Voilà, c'est vrai pour nous, pour notre comité, l'état de droit, le droit de l'homme, la démocratie était toujours dans le centre de notre politique. On a un groupe très fort sur le droit de l'homme et l'état de droit. Et ce groupe était très actif et je veux même renforcer le rôle de ce groupe. Parce que le plan de relance, ça sert à ça aussi. Ça a été un instrument qui était conditionné maintenant aux droits de l'homme. Dans la Hongrie, par exemple, de Viktor Orban, le 4 mai, le Parlement a voté finalement une réforme de la justice qui permettra une plus grande indépendance sous la pression de Bruxelles qui gelait une partie des 28 milliards des fonds européens destinés à ce pays. Les lois, c'est bien, et leur application, c'est mieux peut-être. Voilà, c'est ça. Et comme ça, j'ai dit, l'application est importante et on veut être aussi impliqué dans ce processus et on va certainement donner notre avis comme comité. Mais comme je dis, la démocratie à l'intérieur en Europe, je parle aussi de pays de candidates parce qu'ils sont aussi l'Europe, même s'ils ne sont pas encore membres de notre Union européenne. Mais je pense qu'on doit les préparer le plus tôt possible pour l'élargissement, même si c'est seulement dans quelques années. Parce qu'il y a beaucoup de réticence à cet élargissement, sachant que ces pays, par exemple, on pense aux Balkans occidentaux, avec des fortes tensions entre Kosovo et la Serbie. Ils sont dans un état, effectivement, de tensions larvées, mais aussi avec des problèmes de corruption majeure, et c'est ce qui empêche, finalement, notre enthousiasme vis-à-vis de cet élargissement. Je ne dirais pas enthousiasme, mais on voit que le soutien dans le pays, le soutien pour l'Europe est encore très haut, très haut. Et je pense que ça, c'est une chance pour nous. C'est vrai, ils doivent améliorer la liberté de presse, la lutte contre la corruption, mais je suis sûr, si on montre une perspective pour atterrir l'Union européenne, je pense que ça peut améliorer les choses. Aussi, les relations entre la Serbie et le Kosovo. Oui, puisque nous parlons de l'état de la démocratie, effectivement, parlons aussi de votre pays, Oliver Roepke, l'Autriche, avec, en vue des élections législatives de 2024, une extrême droite touchée il y a 4 ans par un gros scandale de corruption et qui caracole en tête des sondages avec une ligne très dure
contre le soutien à l'Ukraine, contre les migrants. Pourquoi les Autrichiens sont-ils séduits, vos compatriotes? Voilà, comme on a dit au début, il y a une grande incertitude aussi dans la population, dans la société autrichienne, sur le futur. Le problème d'inflation, par exemple, c'est grand. Et tout ça, bien sûr, c'est bien pour les forces populistes et pour les forces l'extrême. Mais les élections sont l'année prochaine et je reste optimiste qu'à la fin, les forces démocratiques, les forces pro-européennes vont gagner parce que l'Autriche est un pays important dans l'Union européenne. Je suis convaincu que l'Autriche doit agir pro-européen. Ça, c'était toujours le succès et c'était toujours en faveur de l'Autriche de coopérer avec l'Union européenne, avec ses voisins. Et je pense que ça, c'est le chemin pour le futur. La Turquie, qui vote ce week-end pour renouveler et son Parlement et son président, et avec une société civile qui peut-être n'a pas toujours reçu un soutien suffisant de l'Union européenne. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que cette société civile, ces oppositions, parfois bien sûr les associations et les ONG ont été suffisamment défendues et soutenues par l'UE? De notre part, certainement. On avait toujours un contact et un dialogue très fort avec la société civile en Turquie, mais c'est vrai, dans les dernières années, les contacts étaient plutôt gelés, et vraiment je regrette ça. Et j'espère qu'après les élections, la situation va s'améliorer parce que la Turquie est un partenaire important pour nous, pour l'Europe, pour l'Union européenne, mais aussi la société civile en Turquie est très important pour nous. Et comme ça, on va certainement essayer de renforcer nos relations avec les acteurs en Turquie, avec la société civile en Turquie. Oliver Röpke, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui sur France 24 et Radio France Internationale. Restez en notre compagnie pour plus d'informations. Merci beaucoup.